الحنطر واتحنطر شيك واركب الحنطور واتحنطر اركب الحنطور واتحنطر واقعد قدام واشد اللجام بس اقعد قدام واشد اللجام واركب الحنطور. La civilisation égyptienne antique a toujours éveillé en nous une immense curiosité et exercé une fascination incommensurable. Cependant, devant la multitude et la diversité de ces dieux, nous restons toujours perplexes pour aborder cet univers véritablement pléthorique. Mais nous avons dorénavant les outils adaptés pour défricher cette jungle mythologique où nous allons maintenant pénétrer. Primo et avant tout, rappelons que l'archéologie nous précise que la culture des céréales arrive seulement vers moins 3500 ans avant notre ère sur le Nil, d'abord dans les régions du Fayoum et d'Abydos, et qu'elle est complètement répandue dans l'ensemble du pays vers moins 3200. Par conséquent, cette implantation de la civilisation agraire est beaucoup plus récente qu'en Mésopotamie, mais sa diffusion y fut beaucoup plus rapide. Il s'ensuit que la mythologie égyptienne va refléter ce changement brusque où un substrat religieux totémiste à forte tendance animalière voit s'implanter des divinités matriarcales agraires. De la sorte, on peut résumer la mythologie égyptienne dans le sens que les divinités à tête animale ou zoomorphe sont originaires du totémisme local, tandis que les dieux anthropomorphes sont importés de Mésopotamie. Mais résumons succinctement l'histoire de l'Égypte ancienne. Avant l'arrivée de la culture des céréales, deux styles de civilisation existaient. Dans la savane, des tribus de pasteurs élevaient des troupeaux de bovins aux longues cornes, tandis qu'au niveau du fleuve et du delta, des clans vivaient de la pêche et des oiseaux aquatiques. Mais le climat saharien devint de plus en plus aride et la savane laissa la place au désert, ce qui obligea les éleveurs nomades à se rapprocher du Nil. Par conséquent, c'est durant cette période transitoire que l'agriculture va s'implanter dans la région de Haute-Égypte avec les céréales et les arbres fruitiers, pendant que le delta va rester plus traditionnel dans les marais de papyrus. Compte tenu des avantages obtenus par une alimentation abondante, la Haute-Égypte vit sa population augmenter et s'enrichir avec l'émergence d'une élite citadine et, en parallèle, la centralisation du pouvoir à l'aide d'une soldatesque nombreuse. C'est vers la fin du 4e millénaire avant notre ère que le premier pharaon Narmer va conquérir la Basse-Égypte et unifier tout le pays. Sa célèbre palette nous montre qu'il a vaincu le peuple des roseaux en étant symbolisé par le dieu faucon et protégé par la déesse vache. Le revers de la palette montre qu'il est aussi symbolisé par le taureau et qu'il a dû ramener des girafes, animaux du sud, pour effrayer ses adversaires. Et c'est à partir de ce souverain que l'écriture apparaît et va enfermer les légendes dans la mythologie égyptienne. Et en fonction de cette trame historique de base, analysons maintenant les détails de la broderie religieuse égyptienne.
Commençons par le matriarcat agraire d'importation, soit la saga du dieu Osiris et de ses deux sœurs. Divinités anthropomorphes, donc mésopotamiennes, elles sont clairement la copie classique du thème de fertilité du rite agricole de mort-renaissance. En effet, Osiris est tué, puis découpé en morceaux, qui sont alors répandus dans toute l'Égypte. Ensuite, ses sœurs le pleurent, puis recollent les morceaux pour le ressusciter, mais à l'exception de son pénis, ce qui est aussi un classique de l'émasculation. Enfin, il devient dieu des enfers, comme le sumérien Dumuzi, tandis qu'on retrouve le partage du pouvoir entre ses sœurs Isis, déesse de la beauté, et Nephthys, qui est la déesse du monde souterrain, comme les mésopotamiennes Inanna et Ereshkigal. Notons également 3 autres classiques d'importation mésopotamienne, comme Nout, la déesse du ciel couverte d'étoiles, Geb, le dieu de la terre fertile, et Chou, le dieu de l'air. Notons cependant que l'on observe une évolution des traditions purement agraires au contact du monde pastoral égyptien. En effet, lorsque l'on considère les légendes égyptiennes, on ne voit pas de cas de frères jumeaux sacrifiés, mais, curieusement, les dieux fonctionnent généralement par paires associées entre un mâle et une femelle. Et qui plus est, comme dans le cas de Chou, le frère, et sa sœur Tefnut, à tête de lionne, il existe des relations familiales entre un dieu anthropomorphe et une déesse zoomorphe. Par conséquent, ceci indique une alliance originelle très forte entre la civilisation matriarcale importée et le monde patriarcal autochtone. Or, on apprend effectivement qu'au début de l'implantation de l'agriculture à Abydos, il y a eu une lutte importante avec le centre voisin de Nakada, donc une résistance locale vis-à-vis des colons agricoles. Une alliance importante et durable a donc dû se produire entre ces premiers colons et un groupe de pasteurs ouverts au progrès. La preuve en est que les animaux totems de la steppe sont alors intégrés au cycle des divinités matriarcales. Et pour confirmer ces événements, donnons quelques exemples de cette symbiose mythologique. Animal préféré des éleveurs, le faucon nommé Horus a été désigné comme le fils d'Osiris et d'Isis, et il devint le symbole même du pharaon et de la royauté. Animal charognard qui consomme les cadavres et nettoie le désert, le chacal nommé Anubis est le fils d'Osiris et de Nephthys, la déesse du monde des morts. Il est donc le dieu embaumeur qui accompagne les défunts dans l'au-delà. Maintenant, voici un personnage très complexe et ambigu, soit le dieu Seth, frère d'Osiris. Sa tête rappelle celle du fourmilier ou encore de l'oryctérope. Il tue son frère Osiris, puis combat son fils Horus, dieu du désert et des terres arides. Sa couleur est le rouge. Vénéré en Haute-Égypte, il représente ainsi les pasteurs traditionnels qui ont résisté aux colons agriculteurs. Il est également bénéfique
car il combat tous les matins avec un trident le terrible serpent Apophis qui veut dévorer le soleil. Il représente également les pêcheurs traditionnels. Honoré à l'est du delta, il est aussi le dieu de la guerre et le patron des pharaons guerriers comme Séti Ier ou Ramsès II qui étaient roux comme lui. Mais c'est le christianisme qui va le cataloguer définitivement comme maléfique. Avec son nez de cochon, sa queue fourchue et ses cornes, sa couleur rouge et son trident, il devient alors une image symbole du diable. Autre animal pastoral qui intègre rapidement la mythologie symbiotique, celui des bovins, d'autant que les premiers élevages égyptiens étaient d'abord exclusivement basés sur les bœufs à longues cornes. Et par conséquent, on retrouve naturellement le culte de la lune associé aux cornes de vache. Et par suite, celle-ci devient la grande déesse mère nourricière qui porte différents noms selon les régions. On peut d'ailleurs noter que Hathor est également nommée déesse du sycomore, ce qui montre bien la relation mésopotamienne. Mais, au cours du temps, c'est Isis qui va progressivement incorporer la fonction de vache mère nourricière, représentée en allaitant son fils Horus. Et, à l'arrivée du christianisme, c'est la Vierge Marie qui va récupérer son image. Bien sûr, le danger le plus immédiat est incarné par la déesse lionne Sekhmet, qui représente la force incontrôlable. Et signalons aussi la déesse vautour Nerbet, qui fait office de charognard nettoyeur et qui revêtira plus tard un rôle protecteur par recouvrement de ses ailes. Citons également un autre animal de la faune locale, soit la déesse Scorpion, avec différents noms comme Selket, Tabitet, qui est également mère d'Horus dans plusieurs versions. Pour l'anecdote, signalons encore le dieu typique des éleveurs, soit le scarabée bousier Képri, qui a été assimilé à celui qui fait se lever le soleil à l'aube. Par la suite, il devint très populaire sous la forme de bijoux ou d'amulettes. Enfin, évoquons le rôle de l'autruche, qui fut un animal très important dans la période d'origine. D'abord comme gibier, mais également ses œufs étaient utilisés comme gourdes réservoirs d'eau pour les déplacements dans les savanes arides. Mais encore, grâce à sa solidité, la coquille servait de casque de protection pour les enfants. Il s'ensuit que de fil en aiguille, ce type de casque devint celui du prince de Haute-Égypte. Et enfin, pour apporter une touche d'élégance, les plumes d'autruche servirent de décoration sur les couronnes.